Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Suppression du poste de Noureddine Bongo Valentin à la présidence du Gabon, le Conseil a décidé de remettre le fils du président à la disposition de son administration d'origine. L'alliance entre le parti du président gambien et celui de Yaya Jammeh agite le pays, une menace pour l'application des recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Et puis le procès pour financement de terrorisme et complot terroriste de l'opposant tanzanien Freeman Mbowe s'ouvre ce mercredi. Il sera fixé sur son sort après plusieurs reports. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Gabon, le poste de Noureddine Bongo Valentin à la présidence a été supprimé. Face aux nombreuses interrogations, la présidence soutient qu'il ne s'agit pas d'un limogeage. Les précisions. Réuni en Conseil des ministres ce lundi, le gouvernement gabonais a décidé de supprimer le poste de Noureddine Bongo Valentin à la présidence. La décision étant prise, il sera remis à la disposition de son administration d'origine. Noureddine Bongo Valentin occupait le poste de coordinateur général des affaires présidentielles depuis 21 mois. Rien ne présageait d'une telle issue, tellement ce fils du chef de l'État Ali Bongo Ondimba était présenté comme la tour de contrôle du palais présidentiel. Il avait à peine 27 ans lorsque le 5 décembre 2019, Noureddine Bongo Valentin a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles. L'opposition avait tout de suite soupçonné une volonté d'Ali Bongo de préparer son fils à sa succession. Le palais présidentiel avait à l'époque expliqué que le chef de l'État avait besoin d'un homme de confiance à ses côtés. Durant ces 21 mois d'activité, Noureddine a été au cœur des grandes décisions et des grands dossiers. Dans une lettre ouverte qu'il a remise à son père, après avoir été renvoyé à son administration d'origine, Noureddine Bongo Valentin a revendiqué plusieurs succès, par exemple, le récent accord avec le Fonds monétaire international, le toilettage de la dette intérieure, mais aussi le lancement des chantiers des infrastructures. L'éviction de Noureddine Bongo Valentin est comme un mini-séisme politique au Gabon. Si la présidence soutient qu'il ne s'agit pas d'un limogeage, l'opposition affirme de son côté que les explications données pour justifier son limogeage sont peu convaincantes. Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert mardi des concertations avec différentes couches de la société. Elles dureront 4 jours avec pour objectif de définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays à une date inconnue. Jusqu'à vendredi vont se succéder auprès des poutistes les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses, suivis par la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats. Les discussions qui se sont ouvertes en fin de matinée ce mardi au Palais du Peuple, siège du Parlement, se sont déroulées à huis clos sans les médias internationaux, mais plusieurs participants ont ensuite indiqué que le nouveau maître du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, s'était montré rassembleur et à l'écoute lors de cette première rencontre. Il a rappelé les motivations du putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé, détenu depuis, mais n'a donné aucun détail selon les participants sur la transition à venir qui doit être confiée à un futur gouvernement d'union nationale. Ce coup d'État est, selon le lieutenant-colonel Doumbouya, le résultat de l'échec de l'ensemble de la classe politique, militaire et autres de ce pays qui a trahi les valeurs de l'indépendance, a affirmé l'ancien Premier ministre Sidya Touré, un des dirigeants de l'opposition à Alpha Condé. Un ex-ministre d'Alpha Condé, Papa Koli Kourouma, a également affirmé que le putschiste avait jugé
les élites politiques et militaires responsables de tout ce qu'il s'est passé en Guinée depuis l'indépendance. C'est une prise de contact et il faut la prendre comme telle, a expliqué Papa Koli Kourouma, estimant que d'autres rencontres seraient nécessaires pour aboutir à des propositions plus consistantes. Avant l'ouverture des consultations, des dizaines de représentants des partis qui ont appris cette convocation par les communiqués de la junte lus à la télévision nationale se bousculaient pour passer une porte étroite gardée par des soldats. Bien que seule une personne par parti ait été conviée, beaucoup sont venus à plusieurs au risque d'être refoulés, avec parmi eux de nombreuses formations jusqu'alors inconnues. Je le disais en titre, l'opposant tanzanien Freeman Mbowe sera bientôt fixé sur son sort. Leader du Chadema, principal parti d'opposition dans le pays, il comparaît ce mercredi devant la haute cour de justice de Dar es Salaam. Il est jugé pour financement de terrorisme et complot terroriste. Le procès de Freeman Mbowe a déjà été maintes fois reporté. Il a été arrêté fin juillet pour avoir appelé à un rassemblement en faveur de réformes constitutionnelles. Une arrestation dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Son procès suscite, lui aussi, des interrogations. Après 4 reports d'audience, les avocats de Freeman Mbowe continuent de vouloir montrer que son procès n'a pas lieu d'être. Ils dénoncent des vices de procédure, des accusations sans fondement et le non-respect des droits de leurs clients. Mbowe et 3 autres prévenus sont accusés de terrorisme et de financement du terrorisme en lien avec des faits qui remontent à l'année dernière. Tous clament leur innocence. Ces accusations sont en fait politiques, dénonce Maître Peter Kibatala, l'avocat de Freeman Mbowe. S'il n'y avait pas eu de demande de réforme constitutionnelle, ces accusations n'auraient probablement jamais vu le jour. Aux côtés de Mbowe, dans le boss des accusés, ces 3 agents de sécurité dont l'identité a été protégée, a expliqué Peter Kibatala. Les témoins qui pourraient être appelés à témoigner pour les 3 accusés sont militaires en activité ou à la retraite. En dévoilant leur identité, nous risquerions une intervention de l'État dans le procès. La Cour entendra d'abord les témoins de l'accusation, ensuite ceux de la défense. Le parquet assure pour sa part que les accusations contre Freeman Mbowe sont issues d'une enquête de près d'1 an et qu'elles ne sont pas politiques. Le procès doit se tenir pendant 30 jours. Mbowe risque 20 ans de prison. Toujours en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a procédé dimanche à un remaniement de son gouvernement. À cette occasion, elle a écarté des proches de son prédécesseur, John Magufuli. Reportage. Dans le cadre d'un léger remaniement de son gouvernement annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, la présidente Samia Suluhu Hassan a procédé à plusieurs nominations à des postes clés. Celle qui a succédé à John Magufuli, décédé subitement fin mars, a notamment nommé à la tête du très stratégique ministère de l'Énergie John Rory Makamba, qui avait été limogé du gouvernement en 2019 pour avoir critiqué le chef de l'État. La présidente a aussi nommé 2 femmes, Stergomena Tass et Achatou Kijaji, respectivement au poste de ministre de la Défense et de ministre de la Communication et des Technologies de l'Information. En faisant ce remaniement, Samia Suluhu Hassan a surtout retiré 2 ministères clés, l'énergie et les transports, à des personnalités très proches de son prédécesseur John Magufuli. Je pense que ce remaniement est important parce que tout simplement, la présidente est en train d'essayer d'asseoir son pouvoir en ramenant d'anciens alliés et en se débarrassant de ceux qui lui semblent être restés trop proches du régime de Magufuli, a analysé le professeur Tabi Jacob de l'université danoise de Roskilde. La présidente Samia Suluhu Hassan a également nommé un nouveau procureur général, le juge Eliezer Felechi, qui remplace un autre proche de John Magufuli. Mais il est lui-même accusé d'avoir réprimé ceux qui s'opposaient aux décisions de l'ancien chef de l'État. En Gambie, à 2 mois de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle, l'alliance entre le parti du président Adama Barrow et celui de son prédécesseur Yahya Jammeh, accusé de violation des droits de l'homme, agite ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Centre gambien pour les victimes de violation des droits de l'homme voit en cette alliance une menace pour l'application par le gouvernement des recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation.
L'accord entre le Parti national du peuple du président gambien Adama Barrow et l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction de son prédécesseur Yaya Jammeh en vue de l'élection du 4 décembre prochain a ulcéré le Centre gambien pour les victimes de violations des droits de l'homme. Cette ONG a souligné dans un communiqué que cette alliance survient au moment où la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation est sur le point d'achever sa mission et de remettre son rapport final et ses recommandations au président Barrow. Elle y voit une menace pour l'application par le gouvernement des recommandations de la Commission et accuse le chef de l'État d'abandonner les citoyens gambiens éplorés pour retourner dans les bras de Jammeh et son parti terroriste dans le seul but de se maintenir au pouvoir. En 2 ans d'audition devant la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation, plus de 370 témoins ont raconté des assassinats, des tortures, un massacre de migrants ouest-africains pris pour des mercenaires ou encore des viols, tous imputés à Yaya Jammeh et à son règne de 22 ans sur cette ancienne colonie britannique marquée du sceau de la paranoïa, selon ses détracteurs. Le président Adama Barrow a fait savoir de longue date qu'il attendrait les recommandations de la Commission pour éventuellement demander des poursuites judiciaires contre Yaya Jammeh. Et puis le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors d'une brève visite en Égypte, la première d'un chef de gouvernement israélien en 10 ans. Il a discuté avec le président Sisi du dossier sécuritaire et du conflit israélo-palestinien. Quelques jours après avoir reçu Abbas, le président Sisi a reçu à Sharm el-Sheikh, sur la mer Rouge, le très droitier Bennett, renouant avec des rencontres fréquentes au sommet jusqu'à la révolte populaire de 2011 en Égypte. Ils ont évoqué les efforts pour relancer le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 2014, a indiqué la présidence. D'après une source diplomatique israélienne, Bennett a abordé le sort des corps de 2 soldats israéliens tués en 2014 à Gaza et de 2 civils entrés de leur propre gré dans l'enclave palestinienne et détenus depuis et qu'Israël souhaite rapatrier. Sisi, dont le pays est bordé à l'est par la bande de Gaza et Israël, a lui plaidé pour la reconstruction des infrastructures et des bâtiments détruits à Gaza sous blocus israélien depuis plus de 15 ans. Dimanche, le chef de la diplomatie, Yair Lapid, a proposé d'améliorer les conditions de vie des Gazaouis en échange d'un engagement au calme du Hamas et mis en avant le soutien et l'implication des partenaires égyptiens pour l'appliquer. Nous avons discuté d'une série de sujets dans les domaines diplomatiques, sécuritaires et économiques, ainsi que des moyens d'approfondir les liens et de renforcer les intérêts de nos pays. Israël s'ouvre de plus en plus aux pays de la région et la base de cette reconnaissance de longue date est la paix entre Israël et l'Égypte. Par conséquent, des 2 côtés, nous devons investir dans le renforcement de ce lien et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. La visite de Bennett marque une étape importante vu le développement des relations séculaires et économiques entre les 2 pays et de leurs préoccupations communes vis-à-vis du Gaza, estime Naël Chama, spécialiste de la politique étrangère égyptienne. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus.